Et si Anastasia n'avait jamais échappé à son destin? Et si, en réalité, personne ne l'avait fait? Pendant près d'un siècle, le sort de la dernière famille impériale de Russie a été bien plus qu'une note de bas de page de l'histoire. Ce fut une obsession. Un mystère qui a alimenté d'innombrables livres, des films hollywoodiens oscarisés, et même des procès royaux qui ont captivé des millions de personnes. On a raconté l'histoire d'une princesse rescapée, d'une évasion secrète au cœur de la nuit, d'un espoir tenace qui refusait de mourir face à l'horreur bolchevique. En 1920, une femme retrouvée à moitié morte dans un canal de Berlin a prétendu être elle, Anastasia. Son histoire, tragique et convaincante, a divisé les cours européennes et déclenché des décennies de batailles judiciaires. Des tombes ont été découvertes, mais tous les corps n'y étaient pas. Les sceptiques ont pointé du doigt l'absence flagrante du jeune tsarévitch Alexis. L'Église orthodoxe russe, méfiante, a refusé de croire la science. Même le prince Philippe, duc d'Édimbourg, a fourni son propre ADN dans la quête de réponse. Puis, en 2007, dans le silence d'une forêt russe, une seconde tombe fut mise au jour. Des os brûlés, un garçon, une jeune fille. De nouveaux tests ADN, plus avancés, plus impitoyables. Et soudain, le silence de l'Église n'avait plus d'importance. Pour les scientifiques, le message était devenu d'une clarté absolue, aussi froide que la cave d'Ekaterinbourg. L'analyse ADN a enfin résolu le mystère des Romanov. Et la vérité n'est pas bonne. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement vous raconter la chute des Romanov. Nous allons suivre les indices, décrypter les codes génétiques et vous révéler, étape par étape, comment une technologie inimaginable en 1918 a pu, 100 ans plus tard, clore définitivement l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Vous allez découvrir l'horreur, minute par minute, de cette nuit fatidique, au-delà de ce que vous imaginez. Vous plongerez dans la fascinante et tragique imposture d'Anna Anderson, en comprenant pourquoi tant de gens voulaient y croire. Et vous verrez comment, dans une petite fosse boueuse, 2 squelettes d'enfants ont anéanti un mythe centenaire. Si vous êtes passionné par ces moments où la science moderne vient éclairer les recoins les plus sombres de l'histoire, c'est le moment idéal pour nous rejoindre. Nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes. L'histoire des Romanov ne commence pas dans la grandeur, mais dans le chaos et le désespoir le plus total. Pour comprendre leur fin, il faut remonter à leur naissance, dans une Russie à genoux. Nous sommes en 1613. Le pays est dévasté. Une période sombre, connue sous le nom de temps des troubles, a laissé la nation exsangue. Imaginez un pays sans dirigeant légitime, en proie à une famine si dévastatrice que des cas de cannibalisme sont rapportés dans les chroniques. La dynastie précédente, les Ryurikides, qui avaient régné pendant plus de 700 ans, s'était éteinte dans le sang et la folie, laissant un vide béant au sommet du pouvoir. Dans ce vide se sont engouffrés des imposteurs, des nobles avides de pouvoir et les armées polonaises et suédoises qui occupaient et pillaient le pays. La Russie était, littéralement, au bord de l'anéantissement. C'est dans ce contexte apocalyptique qu'émerge une figure totalement improbable, Michel Fyodorovitch Romanov. Un adolescent de 16 ans, timide, reclus dans un monastère avec sa mère, Ksenia. Il n'avait aucune expérience, aucune ambition politique, mais il avait un atout crucial. Il était le petit-neveu d'Anastasia Romanovna, la première et très aimée épouse d'Ivan le Terrible. Ce lien, même ténu, avec l'ancienne dynastie, lui conférait une aura de légitimité. L'Assemblée nationale, le Zemski Sobor, fatigué de la guerre, vit en lui le candidat de compromis idéal. Assez légitime pour unir la nation, mais assez jeune et malléable pour ne pas menacer les privilèges de l'élite des boyards. En mars 1613, une délégation se présenta à lui pour lui offrir la couronne. Terrifié par le poids de la responsabilité, Michel refusa. Il pleura. Sa mère, voyant le pays sombrer, l'aurait alors imploré d'accepter avec ces mots poignants. « Il faut accepter, mon fils. Mieux vaut périr avec le peuple que de laisser le peuple périr sans toi. » Michel accepta, et ainsi naquit la dynastie des Romanov, destinée à régner sur la Russie pendant 304 ans. Les premiers Romanov passèrent des décennies à panser les plaies du pays, à consolider le pouvoir, à repousser les frontières. Mais la dynastie n'est vraiment entrée dans l'histoire mondiale qu'à la fin du XVIIe siècle, avec l'arrivée d'un titan, au sens propre comme au figuré. Un souverain qui allait changer la Russie à jamais, Pierre le Grand.
C'était un géant de plus de 2 mètres, un homme à l'énergie dévorante, aussi brillant que colérique et brutal. Obsédé par l'Occident, il voyagea incognito à travers l'Europe sous un faux nom, travaillant comme simple charpentier dans les chantiers navals hollandais, étudiant l'artillerie en Prusse, apprenant la chirurgie et l'art dentaire en arrachant lui-même les dents de ses courtisans. De retour en Russie, il fit entrer son pays dans la modernité à coups de hache. Il rasa les longues barbes traditionnelles des nobles, réforma l'armée sur le modèle prussien, bâtit une marine de guerre redoutable à partir de rien né, sur un marécage infesté de moustiques, il fonda sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, une fenêtre sur l'Occident bâtie, disait-on, sur les os de dizaines de milliers de cerfs. Sous son règne, la Russie devint un empire, et les Romanov, ses monarques absolus. Après lui, une autre figure emblématique s'empara du trône, Catherine la Grande. Une princesse allemande, Sophie, venue en Russie pour épouser l'héritier insignifiant, Pierre III. Intelligente et ambitieuse, elle renversa son propre mari lors d'un coup d'État et prit le pouvoir. Brillante, calculatrice et imprégnée des idées des Lumières, elle correspondait avec Voltaire et Diderot. Elle étendit les frontières de l'Empire par la diplomatie et la guerre, annexant la Crimée et dépeçant la Pologne. Elle fit entrer la Russie dans un âge d'or culturel. Mais son règne fut aussi marqué par l'écrasement impitoyable de la plus grande révolte paysanne de l'histoire russe, celle de Pougatchev, et par le renforcement du servage, creusant un peu plus le fossé entre une élite francophone et une masse de serfs traités comme du bétail. Le XIXe siècle vit la dynastie confrontée à ses propres contradictions. La Russie était un empire colossal, le plus grand du monde, s'étendant de la Pologne au Pacifique, mais elle était aussi profondément arriérée. C'était un colosse aux pieds d'argile. Alors que l'Europe s'industrialisait, se démocratisait et débattait des droits de l'homme, le trône russe reposait sur 3 piliers immuables: l'autocratie, l'orthodoxie et le nationalisme. Les tsars se succédaient, oscillant entre répression et timides réformes. Alexandre Ier, le vainqueur de Napoléon, flirta avec le libéralisme avant de sombrer dans le mysticisme. Son successeur, Nicolas Ier, devint le gendarme de l'Europe, écrasant l'insurrection libérale des décembristes en 1825 et instaurant un État policier redoutable. Vint ensuite Alexandre II, le tsar libérateur, qui prit la décision historique d'abolir le servage en 1861. Mais cette réforme, mal menée, ne résolut rien et il fut finalement assassiné par des révolutionnaires à la bombe. Son fils, Alexandre III, traumatisé par la mort de son père, rejeta tout libéralisme et gouverna d'une main de fer, préparant sans le savoir l'explosion à venir. C'est dans cette atmosphère de fin de règne, de répression policière et de colère révolutionnaire bouillonnante, que le dernier tsar, Nicolas II, fut couronné en 1896. Nicolas II n'était pas un monstre. C'était, de l'avis de tous, un homme doux, un père de famille aimant, un mari dévoué et un homme profondément pieux. Mais il était aussi douloureusement indécis, obstiné et totalement inadapté aux défis cataclysmiques de son temps. Il n'avait pas été élevé pour gouverner une poudrière, et cela se voyait. Son propre père avait dit de lui « Je ne comprends rien aux affaires d'État ». Lui-même écrira dans son journal, à la mort de son père, « Que va-t-il m'arriver ? Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas comment être un tsar ». Son règne commença par un présage funeste, la tragédie de Kodinka. Lors des festivités de son couronnement à Moscou, une distribution de cadeaux au peuple fut organisée. La foule, paniquée par une rumeur selon laquelle il n'y aurait pas assez pour tout le monde, se transforma en une marée humaine meurtrière. Près de 1400 personnes furent piétinées à mort. Le soir même, au lieu d'annuler les célébrations et de se rendre auprès des victimes, Nicolas, sur les conseils de ses oncles, assista à un bal donné à l'ambassade de France. Pour le peuple, le message était terrible. On le surnomma Nicolas le Sanglant. Les signes avant-coureurs ne firent que s'accumuler. En 1904, la Russie, cherchant une victoire facile pour calmer les esprits, se lança dans une guerre désastreuse contre une puissance émergente, le Japon. Cette aventure militaire se solda par une défaite navale humiliante à Tsushima, un choc qui ébranla le prestige de l'Empire. Cette perte déclencha la révolution de 1905. Le pays fut paralysé par des grèves, des mutineries et des manifestations. Un jour, resté dans l'histoire comme le Dimanche Rouge, des troupes tirèrent sur une procession pacifique de travailleurs à Saint-Pétersbourg, qui venaient, en portant des icônes et des portraits du tsar,
lui remettre une pétition. Des centaines de morts gisaient dans la neige. Le lien sacré entre le petit père, le tsar, et son peuple était brisé à jamais. Contraint et forcé, Nicolas accorda la création d'une Douma, un parlement. Mais il la priva de tout pouvoir réel et la dissolvait dès qu'elle s'opposait à sa volonté. Au milieu de cette tourmente politique, la vie privée de Nicolas était elle-même une source de faiblesse. Son épouse, l'impératrice Alexandra Fiodorovna, était une princesse allemande, petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre. Elle était belle, mais aussi perçue comme froide, hautaine, et tragiquement impopulaire. Le peuple la détestait, l'appelant l'Allemande. Son angoisse était centrée sur leur unique fils et héritier, le tsarévitch Alexis, né avec l'hémophilie. Cette terrible maladie du sang, transmise par la lignée de Victoria, signifiait que la moindre égratignure, la moindre chute, pouvait déclencher une hémorragie interne mortelle. Le désespoir de la mère, voyant son fils souffrir des crises atroces, la poussa dans les bras d'un personnage mystique et sulfureux, Grigori Raspoutine. Un starets, un paysan sibérien illettré, à l'allure sauvage, à l'hygiène douteuse et au regard hypnotique, qui prétendait posséder des pouvoirs de guérison. Mystérieusement, la présence de Raspoutine au chevet d'Alexis semblait apaiser les crises. Aujourd'hui, on pense que son influence calmante poussait simplement les médecins à arrêter les saignées ou que son pouvoir hypnotique détendait l'enfant, réduisant la pression sanguine. Mais pour Alexandra, c'était un miracle. Un signe de Dieu. Raspoutine gagna une influence colossale sur l'impératrice, et à travers elle, sur les affaires de l'État. Des ministres étaient nommés ou renvoyés sur ses conseils. Les rumeurs les plus folles circulaient à son sujet. Orgie, corruption, espionnage au profit de l'Allemagne. Il devint le symbole vivant de la décadence et de la pourriture du régime. Son assassinat en décembre 1916, orchestré par des membres de l'aristocratie, est une histoire en soi. Empoisonné au cyanure, il ne flancha pas. Criblé de balles, il se releva. Finalement battu à mort, il fut jeté, encore vivant dit-on, dans les eaux glacées de la Neva. Mais sa mort arriva bien trop tard pour sauver la monarchie. Cette histoire incroyable de Raspoutine est un récit à elle seule, n'est-ce pas? Si ce genre de biographie en profondeur, qui explore les personnages et les événements qui ont façonné notre monde, vous plaît, nous vous invitons poliment à cliquer sur s'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La catastrophe finale fut la Première Guerre mondiale. En 1914, la Russie entra en guerre aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Mais le pays n'était pas préparé à un conflit industriel moderne. Les soldats étaient envoyés au front parfois sans fusil, avec l'ordre de ramasser celui d'un camarade tombé. Les usines ne pouvaient suivre la cadence, les transports s'effondrèrent. Les pertes humaines furent effroyables. Des millions de soldats russes périrent. À l'arrière, les civils mouraient de faim et de froid. En 1915, Nicolas II prit la décision la plus catastrophique de son règne. Il partit commander personnellement l'armée au front. Il n'y connaissait rien en stratégie militaire, mais il pensait que sa présence galvaniserait les troupes. Le résultat fut qu'il s'associa personnellement à la défaite, tout en laissant la gestion du pays à sa femme, l'Allemande, désormais sous l'influence fantomatique de Raspoutine. En février 1917, l'Empire était à l'agonie. À Pétrograd, la capitale, des femmes faisant la queue depuis l'aube pour du pain, dans un froid glacial, commencèrent à manifester. Les usines se mirent en grève. Les étudiants les rejoignirent. Le tsar ordonna de tirer sur la foule. Mais cette fois, les soldats, épuisés par la guerre, levèrent la crosse en l'air et fraternisèrent avec les manifestants. C'était la fin. La Douma, défiant le tsar, se déclara autorité légitime. Le 15 mars 1917, dans son train impérial bloqué sur une voie de garage, le tsar Nicolas II, autocrate de toutes les Russies, rédigea une courte note et abdiqua. Il espérait l'exil, peut-être en Grande-Bretagne auprès de son cousin, le roi George V. L'offre fut initialement acceptée, puis, par crainte de troubles sociaux et de l'impopularité des Romanov, discrètement retirée. Les Romanov étaient piégés dans leur propre pays. Après l'abdication, la famille fut d'abord placée en résidence surveillée dans leur palais de Tsarskoïe Selo. Puis, alors que la situation politique se radicalisait, le gouvernement provisoire les transféra à Tobolsk, en Sibérie, pour leur protection. Lorsque les bolcheviks de Lénine prirent le pouvoir en octobre 1917,
leur statut changea radicalement. Ils n'étaient plus de simples monarques déchus, mais le symbole vivant de la contre-révolution. En pleine guerre civile, avec les armées blanches anti-bolcheviques qui menaçaient de toutes parts, leur existence même était un danger. Au printemps 1918, ils furent transférés une dernière fois, vers la ville industrielle d'Ekaterinbourg, au cœur de la Russie bolchevique. Leur destination finale fut la maison d'un marchand local, la maison Ipatiev, réquisitionnée et transformée en forteresse. Les bolcheviks la rebaptisèrent la maison à destination spéciale. Les fenêtres furent badigeonnées de chaux. Une haute palissade en bois fut érigée, les isolant du monde. C'était un tombeau scellé. Leur vie se réduisait à une routine angoissante, sous la surveillance constante de gardes rouges hostiles. Nicolas passait ses journées à lire. Alexandra, dont la santé se détériorait, priait et s'occupait d'Alexis, dont les crises d'hémophilie revenaient. Les grandes duchesses, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, tentaient de maintenir une apparence de normalité. Elles faisaient la lessive, cousaient, et s'occupaient de la seule créature vivante qui leur apportait encore de la joie, le petit épagnol d'Anastasia, Jamie. À l'été 1918, l'armée blanche avançait rapidement sur Ekaterinbourg. Pour Lénine et la direction soviétique à Moscou, la possibilité d'un sauvetage des Romanov était un scénario catastrophe. Vivant, il deviendrait instantanément un puissant symbole de ralliement. Une décision fatale et secrète fut prise à Moscou. Il fallait éliminer la famille. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, le commandant de la maison, Yakov Yurovsky, reçut l'ordre d'exécution. Vers 1h30 du matin, il réveilla la famille et leurs 4 derniers serviteurs loyaux, le médecin de famille, le valet, la femme de chambre et le cuisinier. Le prétexte était un transfert imminent en raison des combats proches. On leur ordonna de s'habiller et de descendre dans une petite pièce du sous-sol. Nicolas, portant son fils Alexis, malade, dans ses bras, descendit les escaliers. Alexandra, affaiblie, demanda 2 chaises. Elle s'assit, et Nicolas déposa Alexis sur la sienne. Les 4 filles, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, ainsi que les serviteurs, s'alignèrent contre le mur. Ils étaient nerveux, mais obéissants. Ils attendaient. Yurovsky entra alors dans la pièce, suivi d'un peloton d'exécution de 11 hommes, armés de pistolets. La pièce était minuscule, à peine 5 mètres sur 6. Les assassins et leurs victimes étaient à bout portant. Yurovsky sortit une feuille de papier et lut d'une voix forte et rapide une déclaration. En raison du fait que vos parents continuent leur offensive contre la Russie soviétique, le présidium du soviet de l'Oural vous a condamné à mort. Nicolas se tourna vers sa famille, abasourdi, et ne put que murmurer. Quoi? Quoi? Il n'eut pas le temps de comprendre. Yurovsky leva son pistolet et tira en pleine poitrine du tsar. Ce fut le signal. La petite pièce se transforma en un chaos de feu, de fumée et de cris. Le massacre fut brutal, et surtout, désorganisé. Les bourreaux, pour certains ivres, tiraient frénétiquement dans l'espace confiné. La fumée de la poudre à canon était si épaisse qu'ils ne voyaient plus rien. Les balles ricochaient sur les murs de briques, blessant les assassins eux-mêmes. La tsarine Alexandra fut abattue d'une balle dans la tête alors qu'elle faisait le signe de croix. Les serviteurs s'effondrèrent. Mais quelque chose d'incroyable, et de macabre, se produisit. Les balles semblaient rebondir sur les corps des grandes duchesses. Les jeunes femmes, blessées, couvertes de sang, gémissaient sur le sol, mais restaient en vie. Dans la panique et la confusion, les assassins ne comprenaient pas. La raison de cette résistance était un secret de famille. Pendant des mois, craignant le vol et espérant s'enfuir, Alexandra et ses filles avaient cousu des centaines de bijoux, diamants, perles et pierres précieuses, dans les doublures de leurs corsets et sous-vêtements. Cet trésor, destiné à financer une nouvelle vie, agissait maintenant comme un gilet pare-balles macabre, déviant les balles. L'horreur atteignit son paroxysme. Frustrés et paniqués par les cris et la résistance inattendue, les bourreaux sortirent de la pièce pour laisser la fumée se dissiper. Quand ils revinrent, le massacre reprit à l'arme blanche. Yurovsky, glacial, ordonna d'utiliser les baïonnettes. Les soldats se jetèrent sur les survivantes. Olga fut poignardée. Tatiana abattue d'une balle à l'arrière de la tête. Le tsarévitch Alexis, toujours vivant sur sa chaise, fut achevé de plusieurs balles à l'oreille. Selon les témoignages, Anastasia fut la dernière à mourir,
blottis contre un mur avec sa sœur Maria. Elles furent transpercées de coups de baïonnette. L'exécution, qui aurait dû durer quelques minutes, s'était étirée sur 20 minutes d'une sauvagerie inouïe. Le sol était une mare de sang. Même dans la mort, les Romanov ne connurent aucun repos. Leurs corps furent chargés dans un camion et transportés dans la forêt de Koptiaki. Le plan initial était de les jeter dans un puits de mine inondé. Mais le puits n'était pas assez profond. Le lendemain matin, les corps furent remontés. Jurovski, craignant d'être découvert, ordonna une mutilation systématique. Les corps furent déshabillés, aspergés d'acide sulfurique pour les rendre méconnaissables, puis brûlés. Dans une tentative désespérée d'effacer toute trace, Jurovski prit une décision qui allait, ironiquement, alimenter le mystère pendant un siècle. Il sépara les corps. Il ordonna que 2 d'entre eux, ceux d'Alexis et de l'une de ses sœurs, probablement Maria, soient emmenés un peu plus loin pour être brûlés plus intensément. Les 9 autres corps furent jetés dans une fosse peu profonde, directement sur la route, et le camion roula plusieurs fois dessus pour tasser la terre. Le régime soviétique garda le secret le plus total. L'annonce officielle se contenta de mentionner l'exécution de Nicolas II, le tyran couronné. Le sort de sa femme et de ses enfants fut délibérément laissé dans le flou. On prétendit qu'ils avaient été transférés dans un lieu sûr. Ce mensonge, maintenu pendant des années, a involontairement donné naissance au mythe. Dans le chaos de la guerre civile et de l'exil, les rumeurs commencèrent à fleurir. Et si quelqu'un avait survécu? Et si une princesse avait miraculeusement échappé à l'enfer d'Ekaterinbourg? Le monde était prêt à croire à un miracle. Et dans ce vide narratif, les imposteurs ont prospéré. Des dizaines de personnes ont prétendu être l'un des enfants Romanov. Mais une femme, plus que toutes les autres, allait incarner ce mythe, Anna Anderson. En 1920, à Berlin, elle est repêchée dans le canal Landwehr après une tentative de suicide. Elle est mutique, traumatisée, et ne porte aucun papier. Internée, elle refuse de parler. Quand elle commence enfin à raconter son histoire, elle est stupéfiante. Elle prétend être la grande-duchesse Anastasia. Elle raconte qu'un soldat compatissant, un certain Tchaïkovski, l'aurait reconnue, sauvée du massacre, et l'aurait aidée à fuir. Son récit est confus, mais il contient des détails sur la vie à la cour que seule une intime pourrait connaître. Elle reconnaît des photos de famille, connaît des surnoms intimes, décrit la disposition des pièces du palais. Elle porte des cicatrices qu'elle attribue aux baïonnettes. La communauté des émigrés russes se divise. Certains, comme le précepteur des enfants, Pierre Gilliard, la rejettent immédiatement comme une fraude. Mais d'autres sont troublés, puis convaincus. Gleb Botkin, le fils du médecin de famille assassiné avec les Romanov, devient son plus fervent défenseur. Des membres éloignés de la famille impériale lui apportent leur soutien. Elle possède une ressemblance frappante, les mêmes manières. Commence alors l'une des batailles judiciaires les plus longues de l'histoire. De 1938 à 1970, les tribunaux allemands tentent de statuer sur son identité. L'enjeu est la reconnaissance de son statut et l'accès à une partie de la fortune des Romanov. L'affaire devient une saga médiatique mondiale, inspirant une pièce de théâtre et un film célèbre. Anna Anderson, elle, vit une vie tumultueuse, avant de s'installer aux États-Unis. Jusqu'à sa mort en 1984, elle maintiendra sa version. Pendant que le mythe d'Anna Anderson prospérait, la vérité, elle, reposait sous une route forestière près d'Ekaterinbourg. En 1979, 2 historiens amateurs russes, Alexander Avdonin et Geli Ryabov, guidés par le rapport secret de Jurovski, localisèrent la fosse commune. Dans le plus grand secret, craignant les représailles du KGB, ils exhumèrent quelques crânes, puis les réenterrèrent, attendant le bon moment. Ce moment arriva en 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique. La tombe fut officiellement ouverte. Les scientifiques russes et internationaux découvrirent un enchevêtrement macabre de 9 squelettes. L'analyse médico-légale confirma qu'il s'agissait bien des restes du tsar, de la tsarine, de 3 de leurs filles et de leurs 4 serviteurs. Mais 2 corps manquaient, celui du tsarévitch Alexis et celui de l'une des grandes duchesses. Cette absence relança immédiatement toutes les spéculations. Le mythe d'Anastasia n'était donc pas mort? Et si Alexis avait aussi survécu? C'est là que la génétique est entrée en scène. Dans un effort scientifique sans précédent,
des échantillons d'os furent envoyés dans des laboratoires en Russie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour confirmer l'identité, il fallait comparer l'ADN des squelettes à celui de parents vivants. C'est ici que le prince Philippe, duc d'Édimbourg, entre en jeu. Sa grand-mère maternelle était la sœur de la tsarine Alexandra. Il accepta de fournir un échantillon de son sang. La comparaison de l'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère, fut sans équivoque. Les restes de la femme et des 3 jeunes filles correspondaient parfaitement à l'ADN du prince Philippe. C'était bien Alexandra et 3 de ses filles. L'ADN de Nicolas II fut confirmé grâce à une comparaison avec les restes de son frère, le grand-duc Georges. La science avait parlé. Mais le mystère des 2 enfants manquants demeurait. Ce mystère qui persistait était incroyable, n'est-ce pas? Il a tenu le monde en haleine pendant encore 16 ans. Si vous voulez que nous continuions à produire ces enquêtes scientifiques et historiques qui démêlent le vrai du faux, un simple abonnement de votre part nous aide énormément. C'est un grand soutien pour notre travail, et nous vous remercions de le considérer. Et qu'en est-il d'Anna Anderson? En 1994, la science a également rendu son verdict final sur elle. Un échantillon de tissu, prélevé lors d'une opération des années auparavant et conservé dans un hôpital, fut analysé. Son ADN mitochondrial fut comparé à celui du prince Philippe. Aucune correspondance. En revanche, son ADN correspondait parfaitement à celui de Karl Moschee, le petit-neveu d'une ouvrière polonaise disparue nommée Franziska Szankowska. L'imposture était définitivement prouvée. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en 2007, une équipe d'archéologues amateurs russes, retournant sur les lieux, fit la découverte capitale. À environ 70 mètres de la fosse principale, à l'endroit exact décrit par Yurovsky pour la seconde crémation, ils trouvèrent les restes de 2 autres corps. C'était une petite fosse, contenant 44 fragments d'os brûlés, calcinés et brisés. Une fois de plus, les meilleurs laboratoires du monde furent mis à contribution, notamment le laboratoire d'identification ADN de l'armée américaine et l'université d'Innsbruck. Cette fois, les tests étaient encore plus sophistiqués. L'ADN des fragments correspondait parfaitement à l'ADN des Romanov retrouvés dans la première tombe. L'un était un garçon, l'autre une jeune femme. Le garçon était bien Alexis, l'héritier du trône. La jeune femme était l'une de ses sœurs, très probablement Maria, selon les anthropologues. Le puzzle était complet. Tous les membres de la famille impériale et leurs serviteurs avaient été retrouvés. Tous étaient morts cette nuit de juillet 1918. Il n'y avait eu aucun survivant. Aucune évasion. Aucun miracle. La science avait donné le mot de la fin. L'analyse ADN avait résolu le mystère Romanov. Et la conclusion n'était pas bonne, non pas pour la science, mais pour le mythe. Elle n'était pas bonne pour ceux qui préféraient un conte de fées, même tragique, à une réalité brutale. Elle a confirmé non seulement le meurtre, mais la tentative désespérée et presque réussie d'effacer une famille de la surface de la Terre. Pourtant, même aujourd'hui, l'Église orthodoxe russe hésite à reconnaître officiellement ces restes, invoquant des doutes sur l'enquête. Les corps d'Alexis et de Maria reposent encore dans des boîtes aux archives de l'État russe, attendant de rejoindre leurs parents dans la cathédrale de Saint-Pétersbourg. Au final, la science nous a donné des réponses, mais pas celles que l'on espérait. Aucun sauvetage secret, aucune princesse cachée, juste la tragédie confirmée jusqu'au dernier fragment d'os. Le monde voulait une histoire de survie, mais la génétique a livré une histoire de meurtre, d'acide et de silence. Et maintenant, c'est à vous de nous dire. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette histoire? La brutalité de l'exécution, ou le fait que le mythe d'une survivante ait pu persister si longtemps? Croyez-vous que l'Église devrait enfin reconnaître ses restes et clore ce chapitre? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que cette histoire vous a touché, merci de laisser un j'aime pour nous le faire savoir. Partagez cette vidéo avec ceux que l'histoire passionne. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous serions infiniment reconnaissants de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations des grands mystères du passé. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.